Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous faire une petite digression sur, après l'émission qu'on a fait avec vos parleurs sur Jet Li, notamment sur les films Il était une fois en Chine 1 et 2, qui pour moi fonctionnent en forme de diptyque absolument parfaite, puisque de mon point de vue, et on l'a un petit peu abordé dans l'émission même si c'était un petit peu en surface, mais je voulais voilà, appuyer un petit peu ça, et expliquer clairement mon point de vue là-dessus. Outre le fait que ce soit deux grands films d'arts martiaux, d'action, de spectacle, très bien réalisés par Han Soyark, absolument fantastique, que ça ait révolutionné le film de kung-fu, que ça ait imposé Jet Li en modèle héroïque de film de kung-fu traditionnel chinois, que c'est relancé voilà, la mode du cinéma de kung-fu à Hong Kong, et que ça a été absolument copié pendant près de 5 ans. Ça a vraiment relancé le genre, outre l'aspect cinématographique, qui est, voilà, ce sont deux films d'une qualité indéniable, dont on a parlé pendant le live, mais je voulais aussi parler, ce qui m'intéresse un peu aussi dans le film, et c'est de parler aussi du fond, c'est-à-dire que je trouve que Wong Fei-Hung, donc qui est la figure, on va dire, héroïque traditionnelle chinoise, qui a été fait dans beaucoup de films hongkongais, bien évidemment. J'ai parlé de Drunken Master 2. Drunken Master a été un des films fondateurs pour moi, qui a participé vraiment à mon amour pour le cinéma de Hong Kong et pour la culture chinoise. Et en fait, ce qui est intéressant, ce que fait Tsoyark dans ces deux films, c'est qu'au travers de cette figure légendaire, mythique, héroïque, il apporte aussi disons que le personnage de Wong Fei-Hung est aussi témoin d'une époque, l'époque de la colonisation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, et c'est une fois que j'ai fait l'émission avec Beauparleur que je me suis mis à réfléchir à ça, c'est qu'en fait, je trouve que le premier Il était une fois en Chine en fait, montre les côtés vraiment clairement négatifs de la colonisation, et Il était une fois en Chine 2 montre les côtés positifs, en fait. Bah, les Occidentaux sont arrivés en Chine à une certaine époque, et ils y ont fait du mal et du bien. On ne sait pas si c'est autant de mal que de bien. Ça, c'est très discutable. Je pense que de mon point de vue, c'est plus de mal que de bien. Mais il y a aussi eu des choses bonnes qui ont été apportées. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans Réalité une fois en Chine, le premier, clairement, les méchants, ce sont les Occidentaux. Ce sont bien évidemment les Mandchous, les Qing, qui sont évidemment traîtres à la nation chinoise, et c'est totalement avéré. Mais en plus de ça, on a vraiment une image très négative des Occidentaux. Vraiment le côté, la guerre de l'opium, voilà, la conquête de pouvoir, l'asservissement du peuple chinois d'un certain, voilà, notamment dans le sud, mais aussi un peu partout en Chine. Voilà, comme je l'ai dit, le profit, le pillage, le pognon, la traîtrise des élites chinoises, etc. Pour ces nouveaux conquérants, ces nouveaux conquérants occidentaux. Et en fait, là où les gens ont pensé à l'époque que c'était vraiment un film voilà, anti-occidental absolu, c'est pas ça. Je pense qu'en fait, on doit vraiment voir les deux films comme des diptyques très intéressants par rapport au point de vue qu'a Tsui Hark, et qui a un point de vue, moi, je trouve assez juste, en fait, par rapport à l'histoire de la Chine, euh, sur l'avènement de l'Occident et sur l'arrivée de la Chine dans la modernité. Euh, les Occidentaux ont amené de mauvaises choses, qui est en opposition aussi au personnage de Wong Fei-Hung, qui est un pratiquant de kung-fu. Là, on parle vraiment du kung-fu face au canon, face voilà, au flingue, à la poudre, et qui est beaucoup moins noble, en fait, beaucoup moins vertueux d'un point de vue traditionnel que le poing, que l'épée, que les armes plus traditionnelles, la lance, le kung-fu, etc. Donc, vraiment, on a dans ce premier film tout ce qui est tout l'apport, on va dire, finalement négatif du monde occidental, globalement, parmi les plus gros conquérants de l'époque, hein, qui étaient principalement les Anglais, mais aussi les Français, les Allemands, etc. Euh, et donc ça montre vraiment ça, ça appuie vraiment sur cette idée que voilà, l'occidental est le méchant. Et ce qui est le cas dans beaucoup de films de kung-fu, des années 70 jusqu'à encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui même, c'est qu'effectivement le méchant, l'occidental a été quelqu'un qui a pillé la Chine, qui a humilié totalement la Chine, et de ce point de vue-là, c'est totalement vrai.
D'un autre côté, ensuite, quand on retourne, quand on passe au numéro 2, ce qui est très intéressant dans le deuxième, c'est qu'en fait, là, on passe à autre chose. Encore une fois, c'est un très grand film de kung-fu, très grand film d'arts martiaux, très grand film tout court, très bien réalisé, magnifique, etc. En plus, je le trouve aussi bien que le premier. Mais là où il est très intéressant, je trouve, c'est que cette fois-ci, les Occidentaux, en tout cas le monde, l'apport occidental est quelque chose de positif. Clairement, dans ce Wong Fei-Yong, dans cet épisode de Wong Fei-Yong affronte une secte. En fait, les méchants du film ne sont pas cette fois-ci les Occidentaux, qui en fait apportent finalement des bonnes choses. En fait, on voit le bon côté de l'Occident, la médecine, le progrès, la modernité, l'amour universel du Christ, par exemple, qui est une conception catholique, mais très, très occidentale. Voilà, clairement. On le voit tout ça dans le film, c'est clairement défini. Et les méchants ne sont pas les Occidentaux. D'ailleurs, même Wong Fei-Yong va même je crois dans le film, je l'ai pas revu depuis longtemps, mais je m'en souviens, va se réfugier, lui et ses amis, dans une concession ou un consulat étranger. Je ne sais plus exactement si c'est le consulat français ou anglais, je m'en souviens plus. En tout cas, on voit clairement le côté positif qu'a apporté, tous les côtés positifs qu'ont apporté l'Occident. Et évidemment, à travers la figure de Sun Yat-sen, dont je vais parler un petit peu plus aujourd'hui. De l'autre côté, on a tout l'aspect en fait négatif de la Chine de cette époque-là, c'est-à-dire la corruption des Mandchous. Le méchant du film est un Mandchou, interprété par Donnie Yen, qui est dans un combat absolument brillant, avec beaucoup de sens en plus à l'intérieur du combat. Et Donnie Yen représente le méchant du film, c'est-à-dire le méchant Mandchou, le méchant de la dynastie Qing, qui a totalement trahi ses idéaux patriotes et qui a collaboré avec l'ennemi, avec l'envahisseur en fait. Et d'ailleurs ça a été prouvé historiquement. Et d'un autre côté, l'autre méchant du film, c'est Yong Ganyan, qui est lui le chef de la secte du Lotus Blanc, qui représente en fait l'anti-modernité chinoise, c'est-à-dire la superstition, le fanatisme, l'extrémisme, et le fait que ces gens absolument tarés étaient sûrs qu'avec leur kung-fu et qu'avec leurs arts martiaux, ils allaient arrêter les balles des fusils occidentaux, ce qui était complètement idiot. Donc c'est très intéressant. Il nous montre vraiment les deux formes d'extrémisme. Dans le premier, c'est vraiment l'invasion, la colonisation occidentale, et de l'autre, la trahison des élites chinoises et le côté fanatique, la secte fanatique chinoise. Et donc c'est très intéressant. Les ennemis, dans le 2, c'est ça. Et au milieu, il va rencontrer donc le personnage de Sun Yat-sen, figure légendaire, y compris, et je l'ai répété dans l'émission, célébré pour ce qu'il représente en Chine actuellement, non pas pour évidemment tout le côté, l'apport du Kuomintang, etc. C'est évidemment les ennemis du Parti communiste chinois aujourd'hui, mais par contre, il est célébré d'un point de vue de ce qu'il représente, c'est-à-dire le père de la modernité chinoise. Sun Yat-sen était quelqu'un apparemment qui a étudié à l'étranger, qui a apporté des éléments positifs de l'étranger, du monde occidental, et l'a amené en Chine. Ça n'a pas fonctionné, évidemment, avec le Kuomintang, puisque c'était une succession de guerres civiles, les invasions japonaises, etc. Ils ont été avec les communistes, puis ensuite ils les ont combattus, et vice-versa, je ne sais plus exactement. En tout cas, ça a été un chaos, mais l'idée moderne, d'une Chine moderne, vient de Sun Yat-sen. Et Wong Fei-Yong, dans le film, rencontre Sun Yat-sen. Et la fin du film, elle est très touchante, et nous montre vraiment, en tout cas, le début de la modernité, de la Chine dans l'ère de la modernité. Donc, je trouve que, en plus d'être des films, absolument brillant d'un point de vue de réalisation, de genre, qui est le film de Kung-Fu, il y a aussi un fond très intéressant sur la culture chinoise, sur l'histoire de la Chine, sur l'apport qu'a apporté, ce qui a apporté les Occidentaux, ce qui a été apporté par les Occidentaux de positif, la dénonciation de ce qui a été négatif, et en fait je pense que ça s'équilibre bien. Et encore une fois,
je trouve que voilà, ces films doivent être revus à l'aune aussi de la Chine d'aujourd'hui. Ce sont des films très intéressants. Voilà, par rapport à la tradition chinoise, par rapport à la modernité chinoise, par rapport à l'apport occidental, par rapport au mal qu'ont fait les Occidentaux, etc. Tout doit être un peu remis à plat. Et je trouve que ces deux films donnent une vision assez juste et assez large. Moi qui connais plutôt bien la Chine d'un point de vue du vécu et de l'expérience, et du côté pratique en fait, moins du côté théorique mais plus du côté pratique, je peux dire que c'est quand même relativement juste, et ça vous apprendra aussi beaucoup de choses sur le contexte de l'époque, etc. Donc moi ça ne m'étonne absolument pas que quelqu'un comme Tsui Hark aille faire des films en Chine aujourd'hui, évidemment avec tout ce qu'on sait sur la Chine d'aujourd'hui. On est très très loin d'être dans un pays qui relate les faits historiques, ça c'est évident, mais qui évidemment mettent la gomme sur le roman national, donc il y a beaucoup de choses qui sont gommées pour le bien commun du pays, ça c'est évident, et je le remets pas du tout en compte, mais je pense que c'est utile en fait à l'aune de la Chine d'aujourd'hui, et à l'aune de ce qui se passe politiquement dans le monde, voilà, etc. Faut tout remettre vraiment dans le contexte, et par rapport à la sphère politique, géopolitique, culturelle, et là où la Chine en est aujourd'hui. La Chine est rentrée dans une grande modernité, et d'ailleurs Sun Yat-sen y est pour beaucoup dans cette idée de la modernité, et en même temps elle doit beaucoup à Mao Zedong, qui était loin d'être innocent, mais qui a apporté beaucoup de choses évidemment à la révolution chinoise, et en même temps la Chine s'est aussi reconnectée avec ses valeurs traditionnelles, par rapport à plein d'éléments dynastiques, mythologiques, culturels, historiques, etc. Et ça fait une espèce de bain aujourd'hui qui fait que je trouve voilà, que la Chine est plutôt équilibrée à l'aune de ce qu'elle est, encore une fois, pas par rapport à nous. Je pense qu'évidemment, par rapport à un occidental, je pense qu'un voilà, un esprit occidental, surtout l'esprit occidental, on va dire postmoderne, voit ça évidemment comme de la propagande, de la dictature, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué. L'histoire de Chine est beaucoup plus compliquée. J'essaie d'expliquer un petit peu plus en détail sur ma chaîne, voilà, les tenants et les aboutissants pour comprendre vraiment tout ça. Je vais encore plus creuser dans les prochaines vidéos là à ce sujet. Mais en tout cas, ça, voilà, ça vous permet d'avoir une lecture plus juste, je trouve, sur ce qui est vraiment la Chine, à travers ces deux films, vraiment ces deux films qui pour moi, alors j'ai pas vraiment évoqué le 3 dans l'émission parce que je l'ai moins vu, et que pour moi, alors j'y ai peut-être, comme je l'ai moins vu, j'ai peut-être pas vraiment, parce que le premier et le deuxième c'est vraiment des films que j'ai vus et revus. En ce qui concerne le 3, je l'ai vu une fois ou deux, et je l'ai peut-être vu un peu tardivement, et effectivement j'ai pas vraiment vu le fond, la profondeur du fond qu'avaient les deux premiers. Mais peut-être que j'ai raté quelque chose, et voilà, les commentaires sont les bienvenus. Encore une fois, voilà, c'était le petit éclaircissement que je voulais apporter par rapport voilà, à l'émission sur Jet Li de la dernière fois. Je vous invite à revoir l'émission effectivement, et à essayer de comprendre un peu mieux la Chine aussi d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse regarder ces deux films, ce sont deux chefs-d'œuvre. Il était une fois en Chine 1 et 2 de Tsui Hark avec Jet Li, qui ont été réalisés au début des années 90, avec chorégraphié par le très grand Yuen Woo-ping, qui apporte, voilà, qui, je le répète, sont non seulement des grands films d'arts martiaux, mais aussi des grands films sur la Chine et sur l'histoire de la Chine. Voilà, je vous embrasse, je vous dis merci de m'avoir écouté, à bientôt. Je vous souhaite une excellente année aussi, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans mes vidéos précédentes. Donc très bonne année, meilleurs vœux à tous, et prospérité, bonheur, simplicité, et surtout, voilà, soyez en paix, réconciliez-vous, et allez de l'avant. Voilà, je vous embrasse, vive le cinéma de Hong Kong, vive la Chine, et vive la France. Bye.